Je le répète, premièrement, je voudrais dire que ce n'est pas le président de la République, Ahmadinejad ou n'importe qui d'autre, qui décide. Les décisions relatives. Non, mais justement, parce que vous aussi, vous aimez vous faire peur. Le dérapage verbal de Ahmadinejad concernant Israël a été désavoué dès le lendemain par Rafsanjani, par Khatami et par d'autres personnalités. Il a été condamné dans le cadre d'une guerre de clans. Absolument. Donc, essayez, non, vous pouvez pas, terminer. Non, parce qu'il faut vous oublier que comme si l'Iran tout entier était dirigé par Ahmadinejad. Ahmadinejad a du mal à faire son gouvernement, il est désavoué par les traditionalistes. Il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Le problème avec, si aujourd'hui on parle de danger de la bombe atomique de l'Iran, c'est justement parce que les Européens et les Américains avaient misé sur l'élection du président Rafsanjani, avec lequel les négociations étaient en cours. Et tout à coup, il y a Ahmadinejad qui s'est fait élire avec 35% des votes. Quand il dit on va rayer Israël de la carte, pour vous c'est quoi? C'est une façon de parler? C'est quoi? C'est exactement, c'est un dérapage verbal que je condamne personnellement, mais c'est un dérapage verbal. À mon avis, les Iraniens... Mais ça n'est pas un dérapage, madame. Il a voulu le dire. Il a voulu le dire parce qu'il s'adressait à des pastarans, Bassijé, etc. C'était pour la politique intérieure. Ça n'était pas un message adressé à l'extérieur du pays. Non, enfin, écoutez, je suis désolée, mais cela ne veut pas dire que le régime islamique d'Iran a cette politique de rayer Israël de la carte. Ils n'ont jamais eu cette politique-là. De toute façon, même aujourd'hui, même hier, non, ils n'ont jamais eu cette politique de rayer Israël de la carte. Il y a des missiles qui défilent, dirigés vers Jérusalem. C'est écrit dessus tous les ans. C'est encore une fois. C'est vrai. Écoutez, on a compris votre position, madame. On a compris votre position. Mais en fait, c'est improductif ce que vous faites. Donc, d'une certaine façon, votre voisine, madame Thibault, dit qu'au fond, l'Occident fait 2 poids 2 mesures, quoi, c'est ça? Non, 3 poids. 3 poids, 3 mesures. D'accord. Je pensais que 2 suffisaient, mais non, exactement. Attendez. Je dois d'abord apporter une précision qu'à l'époque, sous le régime du Shah, il n'était pas question de recourir à la fabrication d'armes nucléaires, pour la simple raison qu'on n'en avait pas besoin à l'époque. D'abord, l'Iran avait une position de force au Moyen-Orient. Nous avions de très bonnes relations avec l'Occident, avec tous les pays, même avec Israël, on avait de très bonnes relations. Trop bonnes. Donc, c'était une partie de la révolution, je crois. Pratiquement, moi j'ai eu des discussions avec le Shah pendant des heures et des heures sur ses intentions, parce que je devais l'exécuter. Alors, non, il n'y pensait pas, mais il disait toujours que si un jour la situation change, se modifie complètement au Moyen-Orient, il irait vers l'armement nucléaire. Non, on devrait de nouveau s'asseoir pour discuter, pour voir ce qu'on fait. Voilà, ça c'est la politique du Shah concernant l'arme nucléaire. Bon, après, le contexte a changé. Oui. Après, le contexte a changé, bien sûr. Maintenant, l'Iran est un pays isolé, menacé, malmené, humilié, tout ça. Ensuite, du point de vue leur idéologie à l'intérieur du pays, ils ont besoin de dire des choses qui ne plaisent pas à l'extérieur. Ça blesse les gens. Bon, je suis d'accord, c'est pas bon. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soir, on parle de sorte comme si l'Iran avait fait exploser une arme nucléaire, comme maintenant, on en parlait maintenant. L'Iran ne l'a pas fait encore. L'Iran, jusqu'ici, a procédé à la maîtrise de la technologie nucléaire pour le cycle du combustible nucléaire. Maintenant, si on soupçonne l'Iran de pouvoir profiter de cette technologie pour fabriquer la bombe atomique, c'est un soupçon. Et le soupçon... Attendez. C'est un soupçon parce que l'Iran n'a pas encore fabriqué l'arme nucléaire. Évidemment, c'est pas fait. Si c'est un soupçon, à mon sens, le soupçon se traite sur le plan politique et non pas sur le plan juridique, légal, technique. Et encore moins militaire. Et encore militaire. Mais attends, ça n'a rien à voir avec la fonction de l'Agence internationale de l'énergie atomique. D'accord. J'ai fait membre du Conseil des gouverneurs. Je connais. L'agence a une fonction. Les soupçons se traitent ailleurs. Voilà. D'accord. Mais alors, Bernard Guetta, alors 2 poids 2 mesures, vous dites 3 poids 3 mesures, 4. Moi, je dirais ni 1 ni 2 ni 3. Je dirais tout simplement que si l'Iran ne voulait pas se doter de l'arme nucléaire, il pourrait parfaitement accepter la proposition que vient de faire la Russie. La Russie vient de proposer à l'Iran, pour résoudre ce différend et restaurer une confiance entre l'Iran et le reste du monde, vient de dire, écoutez, on va
Retraiter, on dit retraiter l'uranium, je ne me trompe pas? Non, enrichir. On dit toujours enrichir l'uranium. Convertir. On va enrichir l'uranium sur le sol de notre pays, la Russie, et ensuite pourquoi la Russie ferait ça? Pourquoi la Russie ferait ça? Pour deux raisons. Pour être sympathique pour deux raisons. Oui. Pour garder un client. Pour garder un client, puisque la Russie est le fournisseur de la technologie civile nucléaire à l'Iran. Et deuxièmement, si la Russie réussissait, comme puissance politique, à résoudre ce conflit, c'est un retour magnifique sur la scène européenne et internationale. Donc, double intérêt pour la Russie. Bon. Cette proposition russe est sur la table. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça peut changer demain, on verra. Rétablir la confiance, monsieur, c'est très simple. Quel serait le problème pour l'Iran? Quel serait le problème pour l'Iran si réellement l'Iran ne veut en matière nucléaire qu'une industrie civile? Quel serait le problème d'enrichir l'uranium en Russie? Quel serait le problème? Il n'y en aurait pas. Tout ce que le monde demande à l'Iran aujourd'hui, Russie comprise, c'est une mesure de confiance. D'accord. Alors, monsieur Tertre, monsieur Herrera, décidément. Mais vous savez pourquoi? C'est qu'on a fait un plan avant. Alors, monsieur Herrera. Entre les plans et la réalité. Oui, mais je ne suis pas déçu. Alors, monsieur Herrera. Une donnée très simple. Si ce que l'Iran souhaite, c'est développer l'énergie électronucléaire, comme elle y a le droit. Premièrement, elle aurait dû... Je dis pas que c'est ça. Je dis jusqu'ici, c'est ça. Elle aurait dû accepter l'offre extrêmement généreuse faite par les Européens pendant les 2 années de négociations de coopération nucléaire civile, c'est-à-dire, je dis bien de coopération nucléaire pour un programme électronucléaire, de coopération économique et d'un dialogue allons dans le sens des intérêts iraniens en matière de politique et de sécurité. Elle l'a balayé d'un revers de la main. Si l'Iran souhaitait un programme électronucléaire, la première chose à faire, c'est rétablir la confiance, parce que depuis le 24 septembre dernier, le Conseil des gouverneurs de l'AIEA a dit formellement, noir sur blanc, que compte tenu de la dissimulation des activités iraniennes, compte tenu de la nature de ces activités, l'Iran était en violation de son accord de garantie. Il ne l'a pas dit. Je m'excuse, il ne l'a pas dit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il ne l'a pas dit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, je ne comprends pas. Si c'est en violation, alors je comprends pas. Non mais attendez, je comprends pas. Si c'est en violation, vous dites. Qu'est-ce qu'on fait quand un pays est en violation? Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais attendez. Est-ce que vous excluez, par exemple, monsieur Tertre, ça m'intéresse parce que vous êtes à côté de l'ambassadeur, là, une intervention israélienne? Sharon serait-il prêt à cette escalade? Enfin, vous avez Sharon. Qu'est-ce qu'on fait? C'est normalement le dossier aurait dû être transmis au Conseil de sécurité depuis déjà longtemps. Et personnellement, j'avoue que je regrette que les Européens, une fois de plus, devant l'obstacle, ont peut-être eu peur, ont peur de l'escalade, et les États-Unis. Mais c'est les Européens qui sont pilotes. Les Européens ne suivent pas les Américains. En ce moment, c'est plutôt les Américains qui suivent les Européens. Est-ce que les Israéliens s'apprêtent à bombarder l'Iran? Franchement, je ne crois pas. Je n'y crois pas une seconde. Les Américains non plus. Et je crois que si toute option militaire n'est peut-être pas exclue, ça concerne un avenir indéterminé. Pour l'instant, personne ne parle sérieusement. C'est ça, après l'Irak. Non, c'est pas ça. C'est que d'abord, il faut toujours donner une chance à la diplomatie, et même les Américains le savent. Ensuite, effectivement, parce qu'ils sont vulnérables en Irak, ils n'ont pas envie d'avoir un autre chantier militaire sur le dos. Sur le plan technique, c'est tout à fait faisable parce que les forces aériennes qui seraient nécessaires pour ça, elles